votre présence à cette conférence mensuelle de la SAF du mois d'avril. On dirait pas. Si, on va trouver. Alors, je vous passe déjà le calendrier un peu des événements pendant les 4-5 semaines qui viennent. Vous allez découvrir. Les amis de Kamika Marion organisent aussi une conférence sur le satellite plan par Alain Rigazzello. C'est à Juvisy le 21 avril. Sinon, nous, à la SAF, il y a la commission de pénétologie samedi. Et justement, on l'a fait pour une fois au Palais de la Découverte. Donc, on a convié les membres qui s'étaient inscrits à venir visiter l'exposition sur Mars, qui est très bien faite au Palais de la Découverte. Donc, si vous ne l'avez pas visité, allez-y, emmenez vos enfants, vos grands-parents. C'est formidable, les enfants pourront visiter Mars et vous pourrez voir l'expo sur les dinosaures qui est tout à fait à côté. L'expo est vraiment très bien faite, c'est fait par nos amis de Toulouse aussi, la Cité de l'Espace, donc un gage de qualité. Sinon, bien entendu, comme toujours, la conférence IAP est pleine, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez là, si je peux vous dire. La prochaine, je vais vous en parler. Et oui, je fais un petit peu de pub pour ma ville. Moi, j'habite la ville de Plaisir, qui est près de Versailles. Oh, c'est pas le bout du monde. Hein. Je peux pas rigoler. Pas très loin. D'ailleurs, vous voyez, même Nicolas Pranzos, il n'a pas eu peur de venir. Il est astrophysicien à l'IAP. Et il vient nous parler d'un sujet qu'on ne traite pas très souvent et qui lui tient à cœur, où on est de la recherche d'intelligence extraterrestre. Alors je vous dis tout de suite, cette intelligence, on ne la cherche pas dans le gouvernement, ni dans les hommes politiques, parce que on connaît le résultat. Et la prochaine commission de cosmologie, c'est sur un sujet encore actuel, sur les ondes gravitationnelles. On fait venir Luc Blanchet le samedi 28 mai. Alors je m'excuse pour la dernière séance où on était vraiment en surnombre. Beaucoup de personnes qui sont arrivées même une demi-heure avant la séance n'ont pas bien vu et n'ont pas bien entendu. On réfléchit, on fait plus que réfléchir, on travaille sur un écran dédié, un écran de télévision qu'on va mettre dans le couloir, pour ceux qui voient un peu comme c'est fait chez nous, et qui serait branché aussi sur le PC. Donc il y aurait le vidéoprojecteur et le deuxième écran, puis on mettrait des chaises devant ce deuxième écran. Puis si après il y a 300 personnes, et bien écoutez, je démissionnerai. Voilà. Ça c'est donc pour le 21 mai. Alors, ne pas oublier le transit de Mercure, qui a lieu le 9 mai, et nos amis, on vous a distribué une petite feuille pour ceux qui veulent. Nos amis de Meudon, après moult discussions, ont accepté de recevoir du public pour le transit. C'est pas simple, on est en état d'alerte quand même. Alors, bon, vous savez où c'est sur la terrasse de Meudon, je crois que c'est à partir de 10h30, 11h, on peut s'installer. Si vous voulez rentrer avec votre voiture, c'est possible de rentrer avec votre voiture, il faut que vous préveniez Meudon, le gardien de Meudon, ça doit être écrit là-dessus, un téléphone, 4-5 jours avant, avec votre numéro de véhicule, la couleur, l'âge du capitaine, etc. Et rassurez-vous, ils ne vérifieront rien. Mais il faut le faire. Alors, la prochaine conférence de la SAF. Oui. Sur la belle vue que nous avons précédemment, là on voit cette superbe coupole, oui, avec une lunette qui, à ma connaissance, ne fonctionne plus. C'est une réunion de la SAF, c'est peut-être l'occasion de dire que l'observatoire Camille Flammarion à Juvisy, lui, fonctionne. Absolument. Et donc que le passage, en transit, le passage, là on parle français, à Juvisy, le passage de Mercure sera observable. Donc, 11h32. Oui, j'avais oublié de le signaler. 11h32, temps universel. Voilà, en gros, ça fait 1 heure de la. Merci, Guy. Encore de temps, bien sûr, s'il fait beau.
Et on peut en profiter donc, pour visiter l'observatoire. Par contre, effectivement, la grande lunette de Meudon, je ne crois pas qu'on puisse la visiter, à moins de soudoyer quelqu'un. Alors, prochaine conférence mensuelle de la SAF, ça sera le 11 mai. Alors là, c'est un sujet un peu complexe. Hein. Donc, comme je dis à chaque fois, venez avec l'aspirine. Les trous noirs en gravitation quantique, la gravitation à boucle, tout ça. Alejandro Pérez, il vient de Marseille pour nous expliquer tout ça. Et ça, on verra. Alors, je prends les réservations. On me pose à chaque fois la question. Je réponds à la même chose. À partir de demain, mais pitié, je ne suis pas l'IAP, je ne le ferai pas à partir de minuit. Hein, donc je le ferai demain matin, après mon petit-déj, donc vers 8-9 heures. Voilà, on verra Puis si vous n'êtes pas content, tant pis. Alors, évidemment, pour André Braic, en septembre, je prendrai un horaire un peu plus précis. Ça sera probablement le 15 août à partir de 10h00 du matin. Et on fera un concours avec l'IAP, on va voir à quelle heure ça sera complètement plein. Voilà. Alors, n'oubliez pas la prochaine AG de la SAP le 20, la prochaine journée des commissions le 21. Daniel Briot qui veut donner son dernier cours demain sur les étoiles variables. Et ce soir, nous recevons Jean-Michel Fédic, docteur en histoire d'astronomie, professeur à Nîmes, dans un lycée à Nîmes, et auteur de nombreux ouvrages, vous en avez quelques-uns là, que vous pourrez consulter tout à l'heure, et qui nous parle de l'histoire des télescopes. Et on va lui laisser la parole. Merci. Le micro marche? Vous entendez bien là-haut? Comme ça? Oui? Parlez plus. Bonjour. Donc, on va aborder aujourd'hui un sujet presque aussi vaste que l'univers, puisqu'il s'agit de l'histoire du télescope. Alors, sous ce vocable télescope, oui, je salue le petit papier introductif qu'a fait Jean-Pierre, puisqu'en propos liminaire... Je sens une certaine ironie. Non, tu as introduit justement le sujet de nos amis anglo-saxons qui disent réflector pour la lunette, réflector télescope. Et on verra que ce mot, finalement, de télescope, on peut aussi l'appliquer, malgré les subtilités de la langue française qui préfère le mot lunette astronomique, à toute l'histoire depuis l'époque de Galilée. On verra tout ça tout à l'heure. Donc, eh bien, il fallait rendre hommage à Galilée, il fallait bien sûr mettre en ouverture cette lunette qui a fait une révolution dans l'histoire des observations astronomiques, puisque jusqu'au XVIIe siècle, les mesures étaient faites avec l'œil humain. Alors certes, il y avait des instruments angulaires, il y a eu le bâton de Jacob qui était connu, il y a eu d'autres instruments, des cartes de cercle qui se sont petit à petit construits pour faire des mesures angulaires. Il y avait Tycho Brahe qui avait fait des grands cadrans dans son observatoire entre le Danemark et la Suède. Alors c'est nouveau. Moi, quand j'étais jeune étudiant, j'étais allé me promener en Suède et j'avais été faire, évidemment, pas un pèlerinage, mais faire un voyage justement dans l'île de Vienne pour découvrir cet observatoire de Tycho. Et dans le train, j'avais dit, je vais voir l'observatoire de l'astronome danois, Tycho Brahe. Oh là là, quand dit, nous étions en Suède, et à l'époque, il y avait une grande rivalité avec les Suédois et les Danois, qui se disputent le fait que Tycho appartienne pas donc, à leur pays. Alors, Galilée, eh bien Galilée, il a une démarche absolument novatrice, géniale, d'orienter la lunette vers le ciel. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes dans le grand public peuvent croire, c'est pas Galilée qui l'a inventé. Les précurseurs de la lunette, il y en a deux qui sont connus par les historiens des sciences,
il y a Giambattista della Porta qui, en 1586, construit une première lunette d'approche terrestre, pour notamment des raisons commerciales, d'espionnage ou autre. Et puis ça va se développer, il y a plusieurs opticiens d'ailleurs qui se disputent l'invention. Finalement, il y a des brevets qui sont déposés. Et il semblerait que, historiquement, le premier brevet soit déposé en Hollande, en 1607, par l'Hyperché, donc lui aussi qui était un opticien en Hollande. Et jusqu'alors, les applications de la lunette étaient seulement terrestres. Donc on disait que Galilée, eh bien, il a ce mouvement génial d'incliner la lunette vers le ciel. Et ça va être, eh bien, pléthore d'observations qui vont être révolutionnaires. Ça va être les cratères de la Lune, comme on ne les avait jamais vus. Ça va être les phases de Vénus, sur lesquelles il va s'appuyer pour confirmer le modèle de Copernic. Ça va être les satellites de Jupiter, en hommage donc les satellites médicéens, donc Médicis, à qui il dédie. Et tout ça est publié dans son ouvrage, Sidereus Nuncius, qui fait le tour de l'Europe et qui contribue grandement à sa notoriété. Il y aura d'autres événements dans la vie de Galilée, notamment les démêlés avec l'Inquisition, mais ce n'est pas le thème de notre conférence. Alors 1609, c'est l'année qui est reconnue pour la lunette de Galilée, et qui est restée d'ailleurs telle qu'elle, connue, mais cette lunette avait un objectif, une lentille concave. Et donc, avec sa plus grande lunette, qui faisait 5 cm de diamètre, Galilée ne voyait pas les anneaux de Saturne. Il devinait, il dessinait comme des oreilles quelque part, mais l'anneau, à cette époque-là, il ne pouvait pas le voir comme l'ont vu Cassini, Huygens plus tard. Et dès l'année 1611, eh bien voilà, c'est écrit en haut, il y a le comte de Cézille qui avait fondé l'Académie des Lynx, qui réunissait donc toute une pléiade de grands esprits, d'académiciens, de mathématiciens, physiciens, de cette région de Florence notamment. Et il avait introduit, le comte Cézille, un mot pour présenter la lunette de Galilée. En latin, c'était télescopium. Donc ça, c'est établi, et ça veut dire que dès cette époque-là, en langue latine, le terme télescope, si on l'avait traduit directement, pourrait être appliqué. Alors parlons français, lunettes, mais lunettes de Galilée ou de Kepler, parce que cette même année 1611, Kepler, pour suppléer les problèmes de l'objectif concave, va introduire deux lentilles convexes, à la fois pour l'objectif et pour l'oculaire, et ce principe de la lunette de Kepler, ce principe optique, est celui qui est maintenant appliqué dans toutes les lunettes. Je suppose qu'on a pu ici, vous voyez que quand on prend le principe de Galilée, on a directement passant à travers l'oculaire, alors que là, on fait passer des rayons et l'œil par rapport au foyer, plan focal. Donc, plus grande précision optique, et si on appliquait stricto sensu l'inventeur de cette nouvelle lunette, puisque Galilée n'est pas l'inventeur en tant que tel de lunette, on devrait dire lunette de Kepler. Alors, XVIIe siècle, eh bien, ces lunettes, elles se répandent très vite, parce que le Sidereus Nuncius fait son chemin, et tout le monde, enfin tous les curieux du ciel de l'époque, veulent avoir le plaisir de regarder la Lune et l'étudier notamment. Et ça va être le cas, par exemple, à Aix-en-Provence, en terre provençale, de toute l'école Péresque, qui va découvrir la même année, à cette époque-là, dès 1610, Péresque va découvrir la nébuleuse d'Orion. Et il construit, il bricole des petites lunettes. Gassendi va s'initier, ça va essaimer dans l'Europe. Et puis on se rend compte que l'aberration chromatique est gênante parce que selon le rayon de courbure, plus il est important, plus la déviation des couleurs provoque des problèmes. Donc l'idée c'est de réduire la courbure, donc d'allonger le foyer. Et là on arrive à résoudre, à suppléer, d'où ces grandes lunettes, ces longues lunettes qui se développent. Alors, excusez, une des premières connues, c'est la lunette de 37 mètres de Kepler, qui était, alors, de 2015, pardon, lunette de 2015, qui utilise un objectif, donc, installé en haut d'un mât. Il y a une espèce de cordage, de ficelle qui lui permet de tracer le cheminement, et puis sur un support, sur un trépied, il installe son oculaire, donc il n'y a pas de tube à sa lunette, et il arrive donc à ces dimensions
déjà de 37 mètres. Donc Huygens, on les appelle les machina celestis, évidemment. Et à l'Observatoire de Paris, Cassini, qui venait d'arriver de Bologne, qui avait développé plusieurs objectifs, eh bien, il installait, alors, d'une part, sur la terrasse de l'Observatoire, il installait son objectif, et puis il se promenait dans la cour avec son oculaire, et il observait. Alors, il arrivait à faire là aussi, selon l'objectif, atteindre environ 40 mètres à peu près de focal. Et il avait fait construire la fameuse tour de Marly, qu'il avait rapporté, donc c'était une tour pour le pompage de l'irrigation en eau, et une tour en bois, donc il pouvait installer son objectif et puis son système optique pour observer notamment la Lune, qui lui servira à faire une carte de la Lune, mais également à découvrir eh bien, la division de Cassini sur Saturne, découvrir tout ce qu'il a fait, évidemment les satellites, tout comme Huygens avait découvert le premier les carottes polaires de Mars. Alors ces grands observateurs, on connaît également à cette époque, dans ce XVIIe siècle, Hévélius, qui bat tous les records puisqu'il semble lui atteindre 46 mètres en 1673, et c'est resté sous l'appellation machina celestis. Donc alors la méthode de Hévélius, c'était donc d'avoir déjà un système en bois régulièrement, et puis il accrochait son objectif. Alors il y avait plusieurs assistants, c'était extrêmement compliqué. Mais bon, ça a été le XVIIe siècle, et même le début du XVIIIe, les très grandes lunettes. Et puis on s'est rendu compte petit à petit qu'on pouvait résoudre le problème de l'aberration en introduisant des lunettes achromatiques. Donc c'est Chester Hall qui, en 1733, découvre le principe en associant une lentille concave, avec les progrès des verres du Flint notamment, et puis une lentille convexe avec un verre crown. Alors donc en combinaison, Chester Hall restait un théoricien, un opticien. C'est John Dolon qui va construire, qui lui était un constructeur, qui va construire ces fameuses petites lunettes de Dolon qui vont se vendre comme des petits pains. Tous les observateurs au milieu du XVIIIe siècle s'équipent évidemment en lunettes de Dolon. Alors Lalande, en France, est un grand promoteur, il diffuse tout ça dans ses relations épistolaires. Delille, pareil, tous les grands animateurs du mouvement scientifique qui, par leur correspondance, ont un réseau, c'est ça qui est nouveau au XVIIIe siècle, la nouveauté, c'est ces réseaux de correspondants. Tout à l'heure, vous parlez des passages de Mercure. Il y avait deux événements au XVIIIe siècle, c'était les passages de Vénus, qu'avait prédit Halley. Évidemment, les observateurs s'équipaient en conséquence pour ne rien manquer du phénomène. Alors, dès le XVIIe siècle, l'idée était grande, était tentante d'adjoindre une petite lunette avec un instrument de mesure angulaire. C'est ce que vont faire Jean Picard et Adrien Auzout quand ils introduisent une lunette avec le quart de cercle. Alors ça servait évidemment pour des mesures angulaires de position d'étoiles, ça servait aussi pour des applications de cartographie. Et il y avait donc, notamment, c'était un des grands moteurs du développement de l'astronomie à l'époque, c'était les applications cartographiques, parce que c'était la science utile qui était chère à Colbert, et qui servait à faire des cartes de plus en plus précises, notamment du royaume, en France, et puis même à travers le monde, avec les longitudes, les latitudes, le commerce, les applications militaires, la cartographie était essentielle, et les instruments de Picard et Auzout avaient un rôle majeur. Alors ici, on a le portrait de Jean Picard, je n'ai pas trouvé, je crois qu'on n'a pas de portrait de Jean Auzout, qui mériterait d'être sur cette image. Et puis, c'est la grande époque de l'astronomie de position, parce que pour l'astronomie, le jeu, c'est de vérifier les éphémérides par les passages aux méridiens, la position de la Lune, des planètes, et on va de l'observatoire au cabinet de travail. Avant un phénomène, on calcule le plus précisément possible le moment où un phénomène doit subvenir, par exemple une éclipse satellite de Jupiter, une occultation d'étoiles, et puis on observe une heure de passage au méridien, et on observe avec des petites lunettes méridiennes dans un premier temps, puis de grandes lunettes par la suite au XIXe siècle. Ces instruments, notamment les fameux instruments de Lenel, équipent tous les observatoires, tant professionnels que amateurs, vers la deuxième moitié du XVIIIe.
Les grands cadrans muraux sont également équipés de... Alors, du temps de Tycho Brahe, ce sont uniquement des cadrans angulaires, et puis ensuite on adjoint, ça c'est le grand quart de cercle de Byrne, il y en a un à l'Observatoire de Paris, dans le musée, il y en a d'autres évidemment dans d'autres observatoires européens. Ces instruments donc montrent les multiples applications qui se font de la lunette astronomique. Et ces lunettes connaissent à ce moment-là un grand développement, parce que, eh bien, on a réussi à vaincre le problème de l'aberration chromatique, on a des moyens d'optique qui sont de plus en plus perfectionnés, donc on peut monter en diamètre, et petit à petit, on voit des records progressivement. Par exemple, 1824, eh bien, on a la grande lunette de l'observatoire de Turgot, qui fait 24 cm. Il faut quand même attendre encore une quarantaine d'années pour arriver à une lunette de 38 cm, mais ça commence à se développer. Alors, quelques images, évidemment. Fraunhofer, qui a construit ces objectifs, qui avait fait également des travaux d'invention de spectroscopie, de spectroscope. Et puis, les lunettes continuent à se développer, et c'est leur apogée, c'est la fin du 19e siècle, avec toute une série. En 1881, c'est l'Observatoire de Nice, avec la fameuse lunette de 76 cm, qui a été restaurée à l'occasion du centenaire. C'est pour rendre hommage à Paul Couteau, qui avait fait un grand travail dans ce sens. Le centenaire de l'Observatoire avec la coupole Bischoffel, qui était également avec l'ossature de Eiffel. Eiffel avait une résidence secondaire à Beaulieu, à côté de Nice, et il était très souvent dans ses hivernages, il passait son temps sur la Côte d'Azur. Le plaisir de visiter la maison d'Eiffel, et c'est dans Beaulieu, c'est une plus belle maison qui a avancé sur le cap dans la mer. Et il avait équipé également donc l'Observatoire de Nice avec toute une technologie pour l'époque qu'il avait bien sûr développée, comme pour la Tour Eiffel. Et puis, autre lunette très importante, alors petit à petit, chaque année ou presque, on avance en diamètre. 1888, c'est l'Observatoire de Lick aux États-Unis, 89 cm. Et ce n'est pas fini parce qu'on continue. Tous les grands observatoires, il y a des mécènes souvent aux États-Unis qui justement subventionnent ces progrès scientifiques. Et donc, en 1897, eh bien, on a la plus grande lunette en diamètre qui ait jamais été utilisée en tant que telle dans un observatoire. C'est la lunette du Dierks, où on passe le cap des 1 mètre de diamètre. Donc, cette fameuse lunette a dominé son époque et a fait évidemment a permis beaucoup d'observations, notamment pour les étoiles brunes, pour la Lune, tout ce qui était planétaire également. Et puis il y a 1900, en France, il y a l'exposition universelle, et l'idée, plusieurs années auparavant, se fait jour de construire pour l'exposition la plus grande lunette du monde. Et ça va être un projet, donc toujours dans cette course au diamètre, avec la réalisation d'objectifs plus importants encore. Donc quelques images de cette exposition de Paris 1900, qui a été autour de l'ancien Trocadéro. Aujourd'hui, c'est remplacé par le palais qu'on connaît. Cette plus grande lunette du monde faisait 1,25 m de diamètre. Donc cet objectif, malheureusement, l'optique, la focale était considérablement longue et ne pouvait pas, on avait presque à 60 mètres de longueur au niveau de l'instrument, et la technologie ne permettait pas d'utiliser un tube de lunettes comme ça en mouvement, comme les autres lunettes précédentes, ce qui obligeait de l'utiliser en horizontal. Donc il y avait un bâtiment qui avait été construit, et puis il y avait un sidérostat, donc un miroir qui allait chercher l'image d'une étoile, de la Lune, et qui renvoyait l'image dans la lunette, évidemment, en passant l'objectif, jusqu'à l'oculaire ou la plaque photo. Alors il y a eu plusieurs amateurs importants. L'abbé Moreau, par exemple, a fait des dessins de la Lune avec cette lunette. Il y a eu des photographes qui ont été quelques images qui ont été prises. Et puis évidemment, il y a eu l'appel qui avait été lancé à l'époque de trouver des fonds pour soit construire un observatoire à demeure pour l'accueillir, mais finalement, cette grande lunette, elle n'a pas trouvé preneur, et donc ce sont les ferrailleurs
qui ont rajouté, qui ont fait leur bonheur avec le tube de l'instrument. Alors, par chance, par bonheur, l'objectif, ce plus grand objectif de lunettes astronomiques, un F25, a été sauvegardé et il a dormi pendant près d'un siècle dans les caves de l'Observatoire de Paris, où il a été retrouvé il y a quelques temps de cela. Et donc cet objectif, on pourrait être remis en état, en tout cas être exposé à demeure en tant que tel dans un musée astronomique, voire être remis aujourd'hui avec les moyens technologiques dont on dispose pour en faire un véritable instrument. Donc cette lunette, eh ben, elle était dans le cadre de l'expo. Alors il y a quelques images, puisqu'on en a parlé de l'expo 1900, qui sont fabuleuses. C'est notamment, alors à côté de la tour Eiffel, Eiffel était passionné d'astronomie, il a été membre du conseil de la Société astronomique de France, avec le côté de Flammarion. Et Eiffel, bon, était certainement à l'origine, en tout cas parmi ceux qui ont ouvert la réalisation de ce grand globe céleste qui jouxtait la tour Eiffel dans cette exposition de 1900. Ce globe céleste avec un support en arche, vous voyez, qui était identique à, pratiquement, enfin miniature, mais identique à l'arche qui va du sol au premier étage de la tour Eiffel. Donc il y a eu, pendant ces expositions, il y a eu évidemment, ça a été le déclencheur de beaucoup de manifestations, et il y avait, alors on disait Eiffel et Flammarion, et puis il y avait un troisième acteur qui était important, c'était Wilfrid de Fonvielle, qui était rédacteur au journal Le Cosmos, où Flammarion avait œuvré. Et Wilfrid de Fonvielle avait toujours eu l'idée d'organiser une grande fête du soleil. Dans les années qui suivent cette exposition 1900, ça va être le déclenchement, et ça, évidemment, avec l'accord et l'aspect heureux de cet événement, c'était Eiffel qui accueillait chaque 21 juin, au solstice, cette fête du soleil, qui lui permettait de réunir tout le Gotha mondain de Paris, tous les principaux acteurs politiques, sociaux, culturels, scientifiques. Et donc, il y avait une sorte de patchwork, cette grande soirée du 21 juin, il y avait un banquet en ouverture, au premier étage de la tour, dans le théâtre qui existait encore il y a quelques années. On a fêté le centenaire de cette fête du soleil à l'occasion du passage de Vénus en 2004. Et c'était le congrès de clôture de l'ESO avec l'IMCCE à Paris, qui a permis de célébrer, de relancer chez les amateurs cette fête qui a duré de 1904 jusqu'à 1914. Alors on disait, eh bien, les lunettes ont atteint leur apogée parce qu'il y avait des problèmes ensuite pour réaliser des grands verres d'un seul bloc en dimension, et puis sous leur propre poids, les verres se déformaient. Donc l'avantage qui avait été pris sur les lunettes, eh bien, n'était plus aussi évident, on avait atteint les limites. Alors les télescopes, eh bien, on va revenir un peu en arrière, après cette grande ère des lunettes, pour voir l'historique des télescopes à miroir cette fois. Chirac Cavalieri qui, le premier, de façon très théorique, imagine un télescope avec un miroir. Donc c'est une vingtaine d'années après Galilée. Et à la même époque, il y a Marin Mersenne, qui était dans un savant français, qui lui va introduire un petit secondaire servant d'oculaire, donc il commence à imaginer, mais c'est toujours, on ne sait pas est-ce qu'il va réaliser concrètement ou pas, il est certainement en tant que physicien d'avoir la tentation de faire, mais ça n'a pas forcément eu l'impact que vont avoir les trois inventeurs reconnus du télescope moderne, c'est-à-dire Newton, évidemment, qui va donner lui le principe du télescope Newton. Donc là, on donne de façon très schématique la différence entre ces trois types de télescopes. Newton, donc on a un miroir ici parabolique, un secondaire, un miroir plan, qui renvoie, qui est incliné évidemment à 45 degrés, et donc optiquement renvoie à 90 degrés latéralement, tout le monde connaît les télescopes Newton. Et puis vous avez Cassegrain, le télescope, donc, qui lui aussi, cette fois-ci, renvoie vers un secondaire, qui va être lui, avec un percé au centre, tout comme le primaire est percé au centre, pour renvoyer l'image du secondaire. Alors il y en a un concave et un convexe, et Grégori, donc c'est ce qui fait la différence de base entre le Newton, le Cassegrain et le télescope de Grégori.
Alors historiquement, le premier qui développe un télescope au plan conceptuel, c'est justement James Gregory, dès 1633, donc c'est le télescope grégorien. Mais concrètement, ce télescope, donc, qui était composé d'un miroir parabolique percé, un miroir primaire principal, et d'un miroir elliptique, donc en secondaire, eh bien, ce télescope est construit pour la première fois par Robert Hooke en 1673, c'est-à-dire après le télescope construit par Newton. On sait par les archives d'histoire des sciences qu'il est conçu avant, mais il est réalisé après. Alors, le télescope de Newton, eh bien, il est étalé sur plusieurs années. Il n'a pas fait ça, évidemment, en une semaine. Ça procède d'une longue réflexion et d'expérience. Newton, qui était un savant un peu universel, a beaucoup travaillé justement sur le problème de la lumière. Et il a fait, avec la spectroscopie, un prisme en verre. Il a décomposé, évidemment, les différentes composantes de la lumière blanche. Et à partir de là, il cherchait à améliorer, au départ, la lunette astronomique. Il s'est rendu compte que, du fait de cette décomposition optique, il n'y arriverait pas. Donc, il fallait imaginer un autre télescope, un nouveau télescope, qui va être le télescope à miroir, avec, on disait, un parabolique et puis un miroir plan incliné. Et son premier miroir, eh ben, il est en bronze, avec un miroir métallique, qui faisait 37 mm. C'est tout petit, ce télescope de Newton, il est miniature, il faisait 16 cm de longueur focale. Mais il est construit, alors, au bout de quelques années de travaux, il est construit en 1671. Et il permet donc à Newton de fournir des images. Il n'y a plus ces problèmes, évidemment, qu'avec les lunettes pour les couleurs. Dans le même temps, eh bien, on a Cassegrain. On n'a pas de portrait de Cassegrain, c'est dommage, qui était à Chaudon, dans la région de Chartres, qui était curé. Et Françoise Launay, d'ailleurs, grand hommage, travaille à Meudon, a fait beaucoup d'activités pour établir qu'il y ait une place de Laurent Cassegrain dans cette ville de Chaudon pour rappeler sa mémoire, son œuvre. Et Cassegrain, eh bien, lui, il imagine toujours alors un miroir parabolique percé comme miroir principal, mais cette fois-ci un secondaire hyperbolique qui va permettre donc à l'œil de recevoir les images. Alors, c'est la même époque, c'est assez curieux de voir comment en histoire des sciences, finalement, dans une fourchette de quelques années près, eh bien ça arrive, on a vu en Angleterre Newton, on a vu Cassegrain en France, en Écosse Gregory, on a vraiment des physiciens qui dans le même temps font des approches un peu techniquement différentes, mais un instrument nouveau, le télescope. Alors ce télescope, eh bien, ils vont se développer relativement lentement, parce que par rapport aux lunettes, les miroirs sont métalliques, on l'a dit en bronze, des alliages de cuivre, d'étain, enfin bref, techniquement ils sont instables, il faut les reprendre très régulièrement, et les lunettes sont bien sûr préférées. Néanmoins, on se rend compte qu'on peut atteindre des diamètres beaucoup plus importants, et en augmentant le diamètre du télescope, on collecte évidemment beaucoup de lumière, donc on peut voir des objets qu'on ne voit pas beaucoup. Et ça intéressait beaucoup un certain William Herschel, qui s'intéressait aux nébuleuses, aux objets faibles qu'on cherchait à éviter dans l'astronomie au XVIIIe siècle. Vous avez des grands chasseurs de comètes. En France, il y avait notamment notre grand... C'était Messier, Charles Messier, surnommé le furet des comètes par Louis XV. Messier, donc, cherchait à éviter ces nébuleuses, et donc, pour éviter de les confondre avec une nouvelle comète, il a dressé, c'est là aussi un des paradoxes de la postérité, le catalogue Messier, aujourd'hui connu, qui fait qu'on se rappelle de Messier, alors qu'on se rappelle, pratiquement à quelques exceptions près, on ne se rappelle pas de toutes les comètes qu'il a découvertes, une quarantaine. Le catalogue Messier est resté pour les objets faibles, et Herschel, lui, voulait voir ces nébuleuses, il voulait voir leur forme. Donc il fallait un instrument, grand collecteur de lumière, et en 1789, eh bien, il construit un premier télescope
a un seul miroir, c'est ça la particularité, c'est un miroir principal qui est incliné, donc l'œil va directement pêcher, il n'y a pas de miroir secondaire. Ce télescope de Herschel faisait 1,22 m de diamètre, c'était un géant de l'époque. Et tous les astronomes européens qui allaient en Angleterre ils allaient à Londres, bien sûr, mais ils faisaient le voyage pour aller justement voir, visiter ce grand télescope de Herschel, qui était, avec tout un appareillage évidemment pour le maintenir, c'était dur à manœuvrer, il y a toujours des assistants qui étaient nécessaires, mais qui permettaient de voir ce qu'on ne voyait pas avec les autres lunettes. Et donc, il y avait une volonté, petit à petit, une prise de conscience, en tout cas, de l'intérêt des télescopes. À tel point que d'autres constructeurs vont se lancer, et en 1845, Lord Rosse construit son fameux Léviathan, donc il est en Irlande cette fois-ci, et vous voyez toujours le même principe, avec un appareillage qui permet de balayer en gros la zone méridienne du ciel, d'incliner, de parcourir au rythme du passage des astres toute la voûte céleste, accessible. Et ce télescope de Lord Rosse faisait 1,83 m de diamètre. Donc on monte presque, déjà on est au milieu du 19e siècle, on approche les 2 mètres de diamètre. Ça va très vite. Et puis toujours à cette époque, il va y avoir un autre, un peu moins important, et nouveauté, ça va être l'introduction d'une monture équatoriale. Et ça, alors 1774, ça va être Jess Amsden qui, de façon conceptuelle, imagine la monture équatoriale. Jusqu'alors, les instruments, les lunettes, les télescopes que des petites montures azimutales. Donc l'équateur, évidemment, ça simplifie parce qu'on a le plan de rotation, un des plans de rotation de l'instrument qui est dans le plan de l'équateur céleste, prolongation de l'équateur terrestre, ce qui fait que quand la Terre tourne, si l'instrument est bien mis en station, ben évidemment, on n'a plus qu'un mouvement à compenser et les observations en sont le plus facilitées. Et le premier à réaliser un télescope à monture équatoriale, c'est William Lassell, à l'île de Malte, en 1855, qui va donc avoir déjà, on préfigure nos télescopes modernes. Alors il faut voir que ce n'était pas des trucs construits par des organisations comme on a aujourd'hui, des États, l'Europe, etc. C'était des particuliers passionnés qui, souvent sous leur propre denier, construisaient ce genre d'instruments. Ce n'en est que plus remarquable. Et puis, puisqu'on parle des instruments, des télescopes, des montures, eh bien, il fallait les protéger du mauvais temps, d'autant plus que les télescopes étaient encore à cette époque avec des miroirs métalliques. Donc, il fallait imaginer les coupoles. Alors, les coupoles, historiquement, quand ont-elles et par qui ont-elles été inventées? C'est un des grands problèmes, on aurait encore beaucoup à plancher là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que Tycho Brahe, qui était un génie des observatoires, avait construit 2 observatoires dans sa fameuse île de Vigne. En 1576, il avait construit Uraniborg, l'on parle du palais d'Uranie, en quelque sorte, le palais des cieux. Et puis, 8 ans plus tard, en 1584, il construit un 2e observatoire qu'il baptise Stargborg. En anglais, Stargborg, en hollandais ou danois, ça serait Sternborg. Bon, nous on dira le palais des étoiles, et c'était un observatoire qui, avec les instruments, était enterré en partie, donc il y avait une partie de l'optique mécanique qui était sous terre, et puis ça surélevait, et il y avait une coupole, on voit très nettement des formes de coupoles, qui sont un petit peu comme ça, pas vraiment sphériques, mais qui introduisent un petit peu cette représentation. Et puis ça semble oublié. Dans les observatoires, on avait des grandes terrasses, le cas le plus typique ici, c'est l'Observatoire de Paris, du temps de Cassini, à la fin du XVIIe siècle. On a des terrasses pour observer avec les instruments, des fois c'est des fenêtres sur les différents horizons, et on avance les cartes de cercle, les lunettes, et puis on les rentre dans le grand bâtiment. Alors la nouveauté, ça va être à l'école militaire à Paris, en 1768, ça va être un artisan qui s'appelle Taboureux,
qui va, alors c'est Jorat, je crois le nom, Jorat, qui était astronome, qui a été nommé l'année d'avant, en 1767, et Jorat dit il faudrait faire un abri avec un toit pointu et un abri qui tourne avec justement la possibilité d'installer son instrument d'observation. Donc c'est l'artisan tamoureux qui va concevoir, avec un système de rails et de rotation, un abri circulaire, un abri à toit tournant. Malheureusement, Jorat va démissionner l'année d'après, en 1769, et donc l'abri va être démoli aussi vite qu'il avait été construit. Néanmoins, plusieurs astronomes de l'époque à Paris, il y avait l'Observatoire de Paris, mais du temps des Cassini, avec toutes les cartes du royaume que l'on faisait, c'était plutôt une maison de la géographie. Cassini II, surtout Cassini de Thury, était tout le temps à parcourir le royaume, à faire des cartes des différentes provinces. Et donc, les astronomes de Paris avaient développé en parallèle des observatoires. Il y avait Lalande, l'observatoire de Lille, de Messier, de Luxembourg, l'école militaire. Et tous ces observatoires, petit à petit, se sont inspirés, évidemment, de ce qui avait été introduit en 1768. Et ces abris à toit tournant vont connaître un spectaculaire développement. Alors là, j'ai mis pour quelques images avec les différents profils que l'on connaît de cet observatoire. D'une part, on disait tout à l'heure les terrasses, la grande, si la flèche bien marché, voilà, la grande terrasse de l'observatoire de Paris. Ensuite, on a la représentation classique en peinture, en tenant celle où on voit, alors là on a la visite du roi, évidemment, on a l'image avec Cassini, qui est très connue. Moins connu, c'est les artistes, les peintres, les impressionnistes qui donnent ce profil de coupole. C'est la fameuse coupole construite par sous Arago en 1846. Et cette coupole donc, a été restaurée il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années de ça, de façon un petit peu malheureuse, puisqu'il y avait une entreprise qui devait justement décaper, ils ont un petit peu surdosé la puissance du... Comment ça s'appelle? On va dire du Karcher, si on peut dire, et les tôles qui étaient très jolies ont été un petit peu ondulées. Bon. Ça peut se rattraper, encore faut-il qu'on mette les budgets pour que des artisans spécialisés, des compagnons du devoir, peut-être des gens très méticuleux, reprennent toute cette ossature et redonnent, parce que là je suis sûr qu'Arago il ne serait pas content. Si vous voyez la coupole qu'il a fait construire, qui était... Alors cette coupole, elle est intéressante parce que il y a déjà la forme sphérique, mais ce n'est pas la forme sphérique qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, c'est une coupole qui est sphérique au sommet et puis qui descend ensuite de façon, vous voyez, verticale jusqu'à la base. Elle est historique, cette coupole, il faudrait quand même qu'on la retrouve avec tout son éclat. Et puis, vous voyez l'évolution des coupoles, quelques images à travers le 19e siècle, c'est les coupoles de Montsouris. Alors là, c'est des coupoles, là aussi, donc un petit peu avec une trappe qui s'ouvre, qui pivote, évidemment, en base circulaire, mais des coupoles pointues. C'est un peu l'étape intermédiaire entre les abris à toit tournant avec des plans inclinés et puis un aspect plus ou moins en tranche de melon sphérique qui commence à être construit. Et la fameuse coupole de Meudon, à la fin du 19e, qui vraiment a l'aspect qu'on a l'habitude de voir pour les coupoles modernes, et qui se développe à ce moment-là, qui essaime à travers le monde entier. Donc, fin du 19e, les coupoles sont au point. Alors, qu'en est-il dans les observatoires de province? Petit tour, puisqu'en France, on a mis plusieurs grands observatoires, notamment à Montpellier, l'observatoire de la Tour de la Rabotte, qui a été construit en 1730, fondé en 1739, et qui va être équipé d'un télescope, le grand télescope de Nern en 1784. Alors ce télescope, eh bien, il a servi très peu de temps, puisque la Révolution est survenue après, mais il était d'un diamètre comparable à ce qui existait à l'Observatoire de Paris. Donc il y avait un potentiel, et Montpellier aurait pu être un grand complexe, un grand centre astronomique, comme c'était le cas durant la majeure partie du XVIIIe. Sauf que si vous regardez bien, entre ici, vous avez une petite croix, c'était une chapelle qui était derrière l'observatoire,
Et à un moment donné, les pénitents, c'était les pénitents bleus, ont décidé de surélever le cœur de leur chapelle, ce qui fait que les astronomes ne pouvaient plus accéder du côté nord à l'observation et notamment à mettre en place leurs instruments par rapport à l'étoile polaire. Et donc il a fallu surélever, alors il y a eu des procès, je ne sais pas un historique, et donc le deuxième étage a été construit en 1788, mais entre-temps la Révolution a fait que à Toulouse, il y avait toute on va le voir, il y avait une quantité d'astronomes, et eux, ils n'avaient pas ces problèmes-là. Et finalement, la grande rivalité Montpellier-Toulouse, on vient de réunifier la grande province de Languedoc, et bien au XVIIIe siècle, ça a tenu à pas grand-chose, et Toulouse a pris le pas par rapport à Montpellier. Alors au XIXe siècle, il y a eu la coupole du Jardin des Plantes, qui a été équipée d'un télescope de Foucault, un des grands télescopes de Foucault, des premiers, et qui est nouveau parce que justement, Foucault, on va voir, va révolutionner l'optique des miroirs. Alors, l'observatoire de la Babotte, vous voyez, au-dessus, quand on regarde les schémas des architectes, eh bien, il y a un abri à toit tournant qui est construit dans la Charente. Il y avait le passage pour une lunette méridienne. Et puis, on a des gravures d'artistes qui montrent que cet abri, eh bien, il a été réalisé. C'est pas seulement parce que des fois, il y a des projets, on n'a pas forcément la preuve que. Eh bien, si. Il y en a eu un aussi sur la porte du Pérou, le triomphe montpelliérain. Et puis, voici la tour au XIXe siècle, avec le second étage qui a été construit, et la galerie, la terrasse, qui était en place. Alors à Toulouse, eh bien, il y a deux grandes figures de l'astronomie à Toulouse qui sont connues de nos jours, c'est Darquier. Antoine, c'est un article qu'on a publié dans la revue de la Société astronomique de France, avec la première photographie du tableau de Darquier par le peintre de France. Alors Darquier, tout le monde ne le connaît pas, mais on connaît sa découverte majeure, c'est la découverte de la nébuleuse de Le Lyre, qui a été là aussi découverte un petit peu accidentellement, puisqu'il y avait une comète en 1779, et Darquier, profitant du passage de la comète à travers des constellations, s'amusait à inventorier, toujours pareil, les petits objets faibles, comme le faisait Charles Messier, et il découvre cette nébuleuse qui l'intrigue beaucoup, parce qu'elle a une forme bien circulaire, un disque un peu comme Jupiter, à laquelle il a comparé, et il introduit l'expression nébuleuse planétaire. Donc ça va être, et aujourd'hui c'est un petit peu le prototype. Je vais faire une conférence sur Darquier, mais le thème c'est les observatoires. Alors l'observatoire de Toulouse, on a cet observatoire construit par Garipuy, au sommet de sa maison. Et cet observatoire, on le voit évidemment avec la toiture, et puis on le voit ici avec une sorte de petite dôme qui était fixe, et dans un premier temps. Et à l'intérieur, il avait fait représenter, comme sur un planétarium, il fixe toute la voûte céleste, et il y avait ces avancées latérales, ces petites terrasses de part et d'autre, qui permettaient d'avancer les instruments. Alors on a parlé de Foucault, à ce milieu du XIXe siècle. C'est la grande nouveauté de Foucault, c'est de remplacer les miroirs métalliques par des miroirs en verre avec une couche d'argent. Et donc, eh bien, il n'y avait plus, par rapport au verre des lunettes, il n'y avait plus de face à tout livre. Et puis, il y avait donc le génie de Foucault. On ne présente pas son fameux pendule, l'expérience au Panthéon, on ne présente pas tous ses travaux. Mais il y a eu, à l'Observatoire de Paris, vous avez le télescope, un télescope de Foucault qui est exposé dans le musée, et puis le grand télescope de Foucault, un des plus grands conservés aujourd'hui, qui est à l'Observatoire de Marseille, donc qui témoigne de ce développement de ces télescopes. Alors, autre nouveauté à cette époque, eh c'est James Nasmyth, un Écossais, qui introduit de façon conceptuelle un nouveau type de télescope avec 3 miroirs. Ça évolue un petit peu, et vous allez voir que pour nous, ça a beaucoup d'importance maintenant. C'est l'application de la plupart des grands télescopes utilisent le principe de Nasmyth, avec classiquement un primaire, un miroir secondaire, et puis, je vais le faire à la main, et puis un miroir tertiaire, évidemment, qui nous envoie vers la plaque photographique ou l'œil de l'oculaire, de façon latérale, un petit peu comme Newton, à ce qu'on appellerait le foyer Nasmyth. Aujourd'hui, c'est trois miroirs combinés. Et ces développements optiques,
plan théorique, on voit que beaucoup travaillent avec la planche à dessin. Il y a par exemple en 1905 Karl Schwarzschild qui développe un télescope théorique avec justement 2 miroirs et puis ça envoie une image virtuelle au foyer résultant. Mais on a vraiment un travail de réflexion de théoricien pour perfectionner ces instruments. Donc ça, on arrive au début du XXe siècle. Et alors là, pareil, Chrétien, Henri Chrétien, célèbre par ses travaux, Henri Chrétien, c'est lui. Donc ici, c'est Georges-Louis Ritchey. Eh bien, Ritchey va construire le premier télescope. Alors depuis, on donne le nom de Ritchey-Chrétien. Et cette combinaison, là aussi, est très employée dans le télescope actuel, avec cette fois-ci un miroir hyperbolique en tant que miroir primaire, hyperbolique versé, et un miroir secondaire, lui aussi, sera hyperbolique dans sa conception. Alors, cette époque du début du XXe siècle, eh bien, il y a aux États-Unis, dans la région de Los Angeles, il y a George Hale qui construit l'observatoire du mont Wilson et donc qui réalise un premier télescope Hale. Il y aura un second qui sera dédicacé, qui sera celui du mont Palomar. Le premier télescope Hale, eh bien, il entre en service en 1908 au sommet du mont Wilson et c'est ce télescope qui est ici, George Hale. Un télescope qui faisait 60 pouces, donc en gros 1,50 m de diamètre, et qui va déjà permettre de faire quantité de travaux nouveaux, donc, et qui vont être appréciés, et à tel point que George Hale, eh bien, il va de suite avoir embrayé avec l'idée de construire un télescope plus grand et d'atteindre le cap des 100 pouces. Alors ça va être eh bien, justement la réalisation du fameux télescope Hooker, dont on célèbre à notre époque le centenaire. En fait, l'optique du Hooker, le miroir, comme le premier de Hale, a été construit en France par les ateliers de Saint-Gobain, et le miroir était fini dès 1908. Ce qui veut dire qu'il y a eu des difficultés, comme toujours dans les grands projets, il a fallu presque une dizaine d'années entre le moment où était lancée la construction du miroir, en 1906, et le moment où le télescope va voir sa première lumière. C'était en novembre 1917. Bon, mais la coupole, la montée du télescope, la construction, évidemment, tout ça a pris du temps, ça avait démarré dès 1916. Alors, ce télescope du mont Wilson, ce télescope Hooker, va révolutionner, il n'y a pas de le mot n'est pas exagéré, va révolutionner, comme à l'époque avec Galilée, la lunette, parce que rarement un instrument va accumuler autant de premières, et surtout dans le contexte où il survient, c'est-à-dire c'est l'époque de la relativité générale d'Einstein, c'est l'époque où eh bien, il va y avoir les découvertes qui vont permettre de toutes les galaxies. C'est l'époque où on va identifier ces galaxies comme étant extérieures à notre Voie lactée, et toutes les découvertes qui vont confirmer l'expansion de l'univers qui sortait des équations d'Einstein. Donc, quelques images d'archives, et puis la coupole d'époque. Et ces contributions, eh bien, on va les lister rapidement. En 1919, Michelson, qui est un physicien, va installer son premier interféromètre. Donc, le premier interféromètre qui va permettre donc de faire l'année d'après, le 1er décembre 1920, la première mesure d'un diamètre stellaire, autre que le Soleil. Ça va être Betelgeuse, Alpha Orionis, par Pease et Michelson, justement. Et puis, c'est l'époque, on disait, le grand débat des nébuleuses. Eh bien, Andromède est identifié, grâce à des céphéides, est identifié par Hubble comme une galaxie extérieure à notre Voie lactée. 1929, c'est l'expansion de l'univers, avec Hubble et Humason, toutes les mesures spectroscopiques qui sont faites avec le redshift, le décalage vers le rouge. Les années 40, ça va être Walter Baade qui va identifier un deuxième type de céphéide et qui va montrer, distinguer des populations stellaires, donc réviser les dimensions de l'univers. Et puis, plus récemment, 2015,
Et c'est ce télescope, ce fameux télescope Hooker, qui devient le plus grand télescope ouvert au public. Voilà, ça fait rêver les amateurs si on imaginait qu'en France, on est l'équivalent ou presque du pic du Midi de 2 mètres qui soit entièrement dédié à des observations publiques. Donc ces instruments, eh bien, c'est l'époque d'un grand débat dans la communauté astronomique, savoir si toutes ces nébuleuses que l'on voit dans certaines spirales, qu'on commence à distinguer, eh bien, ce sont des objets de notre Voie lactée, ou est-ce que ce sont des galaxies lointaines? Et parmi les acteurs de cette époque, il y a Vesto Flicher, qui est pas très connu, mais qui le premier, dès 1915, enfin dans cette décennie jusqu'en 1922, va faire des mesures et va montrer qu'il y a un redshift qui oblige à considérer ces objets comme extérieurs à la Voie lactée. Lundmark, on parlait tout à l'heure d'Andromède, le premier, c'est un astronome suédois, Lundmark en 1919 montre que Andromède ne peut pas être à l'intérieur de la Voie lactée. Donc déjà, mais c'était des observations ponctuelles, quelquefois douteuses, etc. Donc il fallait un télescope très puissant, et évidemment, il va y avoir d'une part Hubble qui observe, et puis Hubble avait un tempérament, c'était un homme d'affaires, manager de communication qui savait développer les choses. Et puis Arnaud Chaplet, qui là aussi un peu tombé dans l'oubli, c'est dommage, était un théoricien et il a fait une synthèse un petit peu de toutes les observations, les mesures, et il a montré que le Soleil, il n'était pas au centre. C'est un petit peu une deuxième révolution copernicienne, mais il était au bord d'un des bras de la galaxie, la Voie lactée, donc il était excentré, et il tournait comme toutes les étoiles qu'on commençait à dénombrer. Et on saurait passer sous silence l'œuvre d'une dame qui était une calculatrice, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'accéder dans les coupoles pour observer. Je ne vais pas dire un harem, mais enfin en tout cas un groupe de calculatrices, et on confiait aux femmes le soin de faire tous les calculs, pendant que les astronomes allaient observer la nuit. Donc en Henrietta Leavitt, eh ben, elle était géniale dans une mathématique, et elle a travaillé justement sur les variations des variables, des céphéides, les courbes de luminosité, et elle a donc les échelles de distance de l'univers, ces étalons de distance ont été permis par tous ces calculs que lui rendre hommage. Alors cette époque, c'est aussi, on disait, l'époque d'Einstein. Einstein qui au début a une vision de physicien du 19e siècle, qu'on soit l'univers statique, immuable, etc. Et donc c'est des équations de la relativité, quand il les appliquait à l'univers, il sortait un univers en expansion. Donc, il a trafiqué en disant qu'une constante était égale à 0, la constante cosmologique, et on retrouvait sur un univers immuable. Mais il y avait un mathématicien russe, pas très connu, et pourtant aujourd'hui on se rend compte de son importance, c'est Alexandre Friedman, qui développe de façon théorique et qui imagine 3 modèles d'univers, un espace euclidien, un espace sphérique et un espace hyperbolique. Et le point en commun, ça va être un univers en expansion. C'est les modèles de Friedman, qui vont être, alors à cette époque-là, on disait qu'il y avait le Hooker, avec les mesures du redshift des galaxies. Hubble et Mason commencent leur série de décalage, de mesures de décalage spectraux, et montrent que par la loi, en appliquant l'effet Doppler, eh bien on a une fuite apparente des galaxies dans toutes les directions de l'univers. Donc dans un premier temps, c'est interprété comme un mouvement spécial des galaxies. En fait, on se rend compte que c'est tout l'univers qui est en expansion. Les galaxies, on n'a pas de raison d'être au centre de l'univers. Donc l'idée d'une expansion de l'univers prend forme à cette époque-là, et ça va se développer donc avec justement l'abélomètre qui, par ses équations, va dans les deux sens, c'est-à-dire vers le futur, l'univers de plus en plus grand, mais en remontant le temps, eh bien, imagine, on déduit un atome primitif, on est en 1931, et c'est la genèse du Big Bang, qui est considéré un peu comme le père de cette nouvelle théorie. Donc le schéma de Hubble, je passe très vite pour situer le contexte et l'importance du télescope de Hooker, avec la loi de Hubble, évidemment, d'expansion, cette constante qui va marquer l'époque, et puis Einstein qui reconnaît son erreur. Alors la légende, on a longtemps cru que c'était parce que Hubble,
lui avait transmis la preuve des observations du télescope Hooker, et Einstein, qui appréciait, qui correspondait avec le maître, en cumulant en quelque sorte ces deux sources, ces deux éléments factuels, aurait changé d'avis. En fait, il en fallait beaucoup plus que ça pour faire basculer Einstein par rapport à ses idées, et pour qu'il se convertisse, entre guillemets, non pas à l'islam, mais à l'expansion de l'univers, eh bien, il semblerait que ce soit Eddington qui ait prouvé l'aspect instable de son modèle d'univers, et d'autres éléments comme l'homogénéité avec l'existence des galaxies. Donc Einstein avait posé le principe cosmologique de l'univers homogène. Donc tout ça nécessairement devait évoluer. Et avec De Sitter, un astronome néerlandais, eh bien, il introduit ce modèle avec constante cosmologique nulle, mais un univers en expansion. Et ça va être Fritz Zwicky qui, toujours avec le Hooker, donc, va faire des mesures de rotation des galaxies et qui va trouver que par rapport au centre, les régions périphériques, eh bien, ça tourne de façon tout à fait identique. Et donc, s'il y a un problème, quand on fait les courbes, eh bien, il manque de la masse par rapport à l'univers visible. D'où l'idée, alors tout le monde évidemment est tombé sur Fritz Zwicky quand on a introduit ce concept de matière noire dans les années 30, parce que il allait un peu contre toute la communauté scientifique. Avec le temps, eh bien, on a développé alors, les modèles théoriques. Je vous épargne. Il y a eu un excellent article dans la revue de l'astronomie ce mois-ci sur la métrique de Friedman, Robertson, Walker, Lumet, etc. Tout ça, si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter. Et puis donc, toujours avec le Hooker, il y a les céphéides, on disait, les mesures. Alors en France, il y a eu Henri Miner, dans les années 40, qui a été le fondateur de l'IAP, qui a réduit par 2 les dimensions avec l'instant de Chiro. Et puis Walter Bade, on disait, qui profitait également du couvre-feu qu'il y avait à Los Angeles pour faire des mesures précises dans le ciel nocturne et déterminer ses valeurs. Donc un petit tour d'horizon de tous ces acteurs, mais bon, c'est l'histoire de la cosmologie liée à l'histoire du télescope qui rencontre l'histoire optique de ce télescope Hooker. Et puis on disait, pour en revenir au thème central, et bien d'autres télescopes très connus, c'est le télescope photographique de Bernard Schmitt dans ces années 1930, avec cette fois-ci une lame correctrice qui est placée à l'entrée du télescope, et puis qui permet de faire, c'est un télescope beaucoup utilisé à l'époque de la photographie. Autre type, c'est des variantes, on a Schmitt-Cassegrain, donc on perce le miroir principal, et puis on met une plaque photographique. On peut faire également, pour perfectionner tout cela, dans la lame correctrice, avec cette fois-ci une courbure plus simple pour la lame correctrice. C'est une dizaine d'années plus tard, la contribution de Max Suthoff. Et là aussi, les télescopes d'amateurs ont fait des combinaisons, Max Suthoff, Cassegrain, etc. Les instruments du commerce en raffolent. Et puis, on disait, les grands télescopes, optiquement, se développent en diamètre au XXe siècle. Et donc, on explose, on double pratiquement, on passe maintenant à 5 mètres, le cap de 200 pouces. C'est le grand télescope du Mont Palomar, dédié à Hale, c'est le deuxième de la série. Et ce télescope, donc, va être le plus grand jusque dans les années 70, où il sera supplanté en diamètre par le télescope soviétique de Zelenchukskaya, dans le Caucase, qui passe, lui, le cap des 6 mètres. C'est une technologie un petit peu dépassée par rapport à ce qui se développe. Alors en France, parenthèse, puisqu'on a quand même des télescopes plus modestes, on participe à cette course au diamètre. Dans les années 70, deux grands télescopes se font jour. C'est d'une part le 193 cm à l'Observatoire de Provence, Saint-Michel, l'Observatoire, et puis le fameux télescope de 2 mètres au pic du Midi. Donc c'est l'époque, pour l'Observatoire de Provence, c'est Charles Ferrilac qui avait beaucoup supervisé tout cela. Et pour le pic du Midi, il y a eu Jean Roche et puis il y a eu Jean-Paul Zahn qui l'a ouvert aux amateurs. Donc qui a permis aujourd'hui le tourisme incessant qui s'est développé et qui fait du site du pic du Midi un des plus attractifs pour faire découvrir l'astronomie.
Et puis, à cette époque, vous avez la coopération France-Canada à Hawaï, le CFH, qui est le premier des grands télescopes installés à Hawaï, au Mauna Kea, donc c'est 1979. Et là, c'est un télescope de 3,50 m. Donc, on a il y a eu aussi un article ce mois-ci qui retrace l'historique de ce CFH entré en service donc, il y a une trentaine d'années. Alors, autre type de combinaison, mais on en parle beaucoup chez les amateurs, c'est le télescope de Dale-Kirkham. Alors là aussi, c'est une série de combinaisons avec différents objectifs. Alors il y a un elliptique, un qui est pour le primaire, c'est un miroir elliptique, et le secondaire, c'est un sphérique cette fois-ci. On a changé un petit peu, mais on arrive à avoir des télescopes d'amateurs, vous voyez, qui sont tout à fait originaux. Ça, c'est dans les années 60, ça devient très développé. Et cette époque de popularisation de l'astronomie chez les amateurs, outre-Atlantique, c'est l'époque de John Dobson, qui va développer des télescopes de grand diamètre, mais très facilement transportables, très légers. Alors en fait, il y a deux générations de Dobson. Il y a le premier qui était le sien, donc avec un tube, ici, et pour alléger par la suite, aujourd'hui, on voit souvent des Dobson simplement avec l'architecture, l'ossature, mais les grandes barres de fer. Mais c'est pratique parce que c'est transportable et ça permet, avec la petite voiture, de se balader avec un télescope qui est très vite installé. Très facile à voyager. Et puis en France, eh bien, et notamment à la Société astronomique de France, l'œuvre, la contribution majeure de Jean Texereau, qui va faire donc avec l'atelier de polissage de ces miroirs dès 1939 une série d'articles dans la revue L'Astronomie. Texereau était très jeune à l'époque, il va être lauréat en 1946 du premier prix Marcel Moy, qui avait été fondé, on en parlera justement touchant de mots, par cet amateur qui avait voulu développer le goût de l'astronomie dans la jeunesse et qui a fondé un prix à cet essai. Et le télescope Texereau, donc à monture azimutale, eh bien, il a fait l'objet d'une très grande diffusion. Beaucoup d'amateurs se sont lancés, tant dans la construction de leurs miroirs. Alors, c'était des miroirs maintenant qui étaient illuminés, évidemment, et puis l'optique, la mécanique, conjuguée pour faire, parce qu'à l'époque, ce n'était pas tous les instruments du commerce qu'on trouve aujourd'hui très facilement. Dans le même temps, vous aviez Pierre Bourges, qui nous a quittés récemment, et Pierre Bourges avait développé un modèle de télescope avec monture équatoriale, qui récupérait des fourches de 2 chevaux. Et puis, vous voyez, donc, ça s'est développé dans les années 70-80, c'était très répandu, ces instruments, donc, qui étaient, alors c'est des photographies comme les schémas qu'on vous présente de Serge Bertorello, et c'était Sauveur Mission-Bas qui avait construit ce télescope à Marseille. Alors, retour sur les grands télescopes et la technologie galopante, on arrive dans les années 2000 maintenant, avec le grand large binoculaire télescope, qui est nouveau en 2004, 2 miroirs de 8 mètres, donc qui sont en parallèle, qui sont codés, et qui permettent évidemment de faire des performances optiques plus importantes. Alors, c'est l'idée des miroirs segmentés, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs petits miroirs pour faire un grand miroir équivalent. Le premier, en 1979, c'est le MMT, le Multimiroir Télescope, donc en Arizona, au Mont Hopkins, qui comporte 6 miroirs de 1,8 m de diamètre, qui fait l'équivalent de 4,50 m en miroir. C'est le premier, c'est le prototype qui va servir pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 1998. Et on introduit ce qu'on appelle aujourd'hui l'optique active. Donc ça permet de corriger. Alors il y a des systèmes aujourd'hui pour compenser les défauts optiques, parce qu'on fait des verres de plus en plus fins, mais évidemment de plus en plus déformables sous l'action du poids, et donc il y a des actionneurs, des pistons en dessous qui font que le télescope garde une forme parfaite pour remplir sa mission. Alors l'application de l'optique active, eh bien, elle se fait dans tous les grands télescopes modernes qui se développent. Alors les années 90 sont dominées par les fameux télescopes Keck, 2 télescopes jumeaux qui faisaient l'équivalent de 9,8 m de diamètre avec 36 miroirs
de 1,8 mètres. Donc c'est toute une combinaison d'optique qui reprend le sommet du multibord, qui adapte l'optique active et qui fait que la technologie du télescope permet de progresser. Donc installé à Hawaï. 2007, ça va être le grand télescope des Canaries, qui lui comporte également un peu plus grand, 36 miroirs de 1,9 m, donc on arrive à passer le cap de l'équivalence des 10 mètres. Et donc ce télescope, aujourd'hui aux Canaries, est le plus grand de ce type, mais l'histoire n'est pas finie parce qu'on développe également le NTT, dès 1989 au plan conceptuel, avec un miroir flexible, et c'est là qu'on a vraiment tous ces actionneurs par derrière, donc la pièce unique et déformable, techniquement, pour avoir la configuration idéale. Donc là, installée au Chili. Et puis, on développe également une optique adaptative, à ne pas confondre avec l'optique active. Là, c'est pour corriger les turbulences de l'atmosphère. Et donc, on a le premier concepteur, dès 1953, c'est Babcock, qui a l'idée d'introduire justement cette optique adaptative avec le seeing, justement, pour arriver donc à optimiser dans l'image avec les turbulences atmosphériques et avoir justement, alors en France, ça va être l'Amérique, évidemment, qu'on nous présentait, Antoine Laméry, qui va développer la spécule interférométrie, donc l'astronomie des tablures, avec justement l'objectif d'atteindre la meilleure résolution possible. Et il va y avoir donc le principe, sans ou avec correction, du fait des perturbations, des turbulences atmosphériques, eh bien le front d'onde perturbé, il est corrigé en permanence et en temps réel par le miroir qui, lui, est un petit peu déformable de manière à avoir à la sortie eh bien, l'aspect parfait et donc pouvoir résoudre ce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, c'est des applications évidemment pour les étoiles doubles, pour les objets qu'on veut étudier, les diamètres stellaires, etc. Alors, l'interférométrie, historiquement, c'est Fizeau, dès le 19e siècle, qui va avoir l'idée, dès 1868, de développer ce concept. Mais en pratique, ça va être Laméry, en 1974, qui va construire au CERGA, rattaché à l'Observatoire de Nice, la première synthèse de deux télescopes. Donc c'est à Nice en 1974 et ensuite au CERGA sur le plateau de Caléane, que ça va se développer, et puis ça s'applique aujourd'hui évidemment à quantité d'instruments. Par exemple, le VLT utilise des techniques d'optique adaptative, d'active, d'interférométrie. Le VLT, qui est le plus grand télescope européen aujourd'hui en service, qui est installé lui aussi au Cerro Paranal, donc au Chili, avec 4 miroirs de 8 mètres, 8 mètres 20 de diamètre, et donc qui a été construit entre 1940. La première livrée en 1998 et l'ensemble des 4 opérationnels en 2001. Donc, dans le même temps que se développent des projets qui touchent d'autres domaines de l'onde, notamment en radioastronomie. Dès 1981, on applique l'interférométrie avec des réseaux de radiotélescopes. Donc, il y avait 27 antennes pour ce réseau VLA installé au Nouveau-Mexique. Et l'ESO va développer le télescope ALMA, donc c'est tout récent, c'est dans les années 2013, avec justement le domaine millimétrique, submillimétrique, qui permet d'étendre au tout début de l'univers, donc faire des observations avec 66 antennes, cette fois-ci, en parallèle. Et puis l'astronomie, eh bien, elle se développe aussi dans l'espace, avec les fusées, avec les navettes spatiales qu'on avance, eh bien, on peut cartographier le ciel. Donc ça a été l'application avec ce qu'on appelle les satellites astrométriques. Donc Hipparcos dans un premier temps, Gaia dans les années en cours, donc deux projets qui sont complémentaires. Et puis les fameux télescopes qui sont focalisés sur les frontières de l'univers observable, le fond diffus cosmologique, avec 3 générations. D'une part, Kobe, alors on voit à la fois les satellites et puis surtout les résultats obtenus
Kobe, dans les années 90 et 92, apportait déjà une première image révolutionnaire. Puis on avait le satellite MAP qui donnait en 2001 le fond diffus avec beaucoup plus de précision. Et dans les années 2009-2013, on a Planck qui va, alors là, va exploser complètement cette précision et va permettre de dater à 13,7 milliards d'années l'âge du Big Bang. Et puis donc les inhomogénéités, les fluctuations de densité qui donneront naissance aux galaxies. Alors, les applications, c'est aussi le Soleil. Historiquement, on prend une lunette et puis on met un système à l'intérieur, et ça permet donc de construire un coronagraphe, hommage à Bernard Pivot, dès 1930, va concevoir cette combinaison optique et va, au pic du midi, faire que l'observatoire du pic va devenir au Soleil, en faisant des films, les flammes du Soleil. Et puis, au plan des satellites, à notre époque, c'est SOHO, donc à partir de 1995, qui permet à la fois de faire ces observations de la couronne solaire et en même temps de détecter, c'est un usage qui n'était pas forcément prévu au départ, de détecter des comètes dont le périhélie est très proche du Soleil et qui n'auraient pas été découvertes avant ou après. Donc, SOHO est très connu des amateurs de comètes. Alors, les années 90 sont dominées par le fameux télescope Hubble, que tout le monde connaît, avec 2,4 m de diamètre, placé à 600 km en orbite autour de la Terre, qui, dans un premier temps, en 1990, connaît quelques bévues, puisqu'il y avait un problème dans les tests optiques de contrôle, il y avait 2 microns de différence entre le bord externe et le centre, ce qui fait que la convergence des deux faisait que le télescope donnait des images floues. Et donc, il a fallu compenser tout ça. Ça a été la fameuse audition de 93-94 avec la navette qui fonctionnait à bord. Et pour aller réparer en orbite ce télescope qui depuis a donné les images que l'on connaît. Dans le domaine infrarouge, notamment, il y a le télescope Herschel qui a pris le relais pendant plusieurs années, entre 2009 et 2013. Il faisait 3,50 m de diamètre. Donc, Herschel a été très important pour ces travaux. Et puis maintenant, on s'apprête donc à développer le télescope James Webb, ce télescope spatial qui théoriquement doit entrer en service en 2018, avec là aussi dans le domaine infrarouge, et on voit la maquette ici à Austin, donc au Texas, de ce télescope qui est appelé à avoir un grand avenir. Alors pour nous autres Européens, la grande affaire, c'est le ELT, le télescope géant européen, donc depuis des années on en parle, et bien maintenant est parti. Alors il va être installé sur le plateau de Cerro Armazones, donc au Chili, à côté du l'ULT. Et déjà en novembre 2015, et c'est une photo toute récente, on voit que le plateau a été préparé. Donc maintenant la construction de l'instrument lui-même est partie depuis 2014. C'est un télescope qui va faire une miroir primaire l'équivalent de 39 mètres de diamètre pour une coupole. Dans la coupole, on a la configuration, ici le VLT à côté de l'Arc de Triomphe, ce que sera la grande coupole installée au sommet du Cerro Armazones, donc un télescope dont le dôme fera 86 mètres. C'est la grande affaire, ce sera le plus grand télescope du monde opérationnel. Donc, inauguration prévue en 2025, si tout va bien, et ce qui veut dire mise en service opérationnelle un petit peu avant, pour faire que tout marche de façon parfaite. Alors, petit tableau à la fois pour représenter les 5 miroirs. Maintenant, on a augmenté, on a le principal, évidemment, le secondaire, qui renvoie vers un miroir tertiaire, et puis tous les systèmes d'optique active et adaptative. On arrive à une combinaison de 5 miroirs qui renvoient vers le foyer de la Smith. Et on a fait ce panneau qu'a présenté Jean-Pierre, justement, quand je dis non, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est tous les astronomes qui travaillent pour combiner, comparer tous les télescopes depuis un siècle. Donc ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu, parce qu'on a parlé beaucoup du télescope Hooker. Eh bien, le télescope Hooker, qui a un siècle a révolutionné l'astronomie, voilà son diamètre. Donc on a une idée par rapport à ce qu'on atteint aujourd'hui.
Et puis, alors, ce qu'on va atteindre avec ce fameux télescope géant européen, dans une dizaine d'années, on devrait pouvoir apercevoir des planètes de la taille de la Terre. Dans la zone habitable, on devrait pouvoir atteindre évidemment les frontières de l'univers, les âges sombres, on devrait pouvoir faire des découvertes d'objets qu'on ne connaît pas. Ça va être, on peut s'attendre véritablement à une troisième grande rafale de découvertes, comme il y a eu la lunette de Galilée, comme il y a eu l'époque du cœur avec l'univers extragalactique. Nécessairement, dans la décennie qui vient, il va y avoir un élan extraordinaire de découvertes. Voilà donc ce qu'on voulait vous présenter. Alors il y a d'autres approches, on pourrait y passer des heures, avec notamment le télescope à miroir liquide, qui a été très longtemps considéré comme une curiosité un peu atypique, sauf que depuis quelques années, alors historiquement, c'est introduit toujours le concept par Ernesto Carlucci en 1850. Ça reste dans les tiroirs, même oubliés dans les archives de nos bibliothèques. Et puis, en 1982, Hernando Borra, qui est un astronome, qui est toujours un astronome québécois, réintroduit à l'Université Laval des expérimentations pour faire des premiers télescopes à miroir liquide. Et puis aujourd'hui, dans les années 2000, il y a des progrès, des ferrofluides avec des champs magnétiques qui permettent de faire une forme parabolique quasiment parfaite. Alors évidemment, comme c'est liquide, il faut que ça reste posé. Donc l'idéal d'application, c'est de le poser au sol sur la Lune, où il n'y aurait pas du tout de problème atmosphérique. Et donc ce télescope liquide, qui encore aujourd'hui est expérimental, est appelé sans doute à se développer. Il y a des projets entre la Belgique et l'Inde pour réaliser déjà quelque chose de fondamental. Et puis, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de diapo. Si, voilà. Donc, toujours la Berry, toujours actif, qui développe un projet d'hypertélescope. Alors, il y a longtemps qu'il est là dans ses cartons. L'hypertélescope qui consiste en fait à faire toujours pareil, un réseau de tout petits télescopes avec du vide entre, c'est pas grave, mais à l'échelle d'une vallée, alors du côté de Barcelonnette, dans la vallée de l'Ubaye, et bien, alors c'est une association, alors évidemment tout ça demande des moyens, on cherche des sponsors, ça prend du temps, mais le projet est expérimental et l'idée c'est de faire un télescope qui atteigne pratiquement la résolution du télescope de Hubble depuis le sol et qui permette évidemment de faire à un coût bien moindre, de faire des découvertes et de repousser, d'atteindre vraiment des résolutions de 0,05 secondes qui sont phénoménales. Alors tout ça c'est la grande aventure de l'histoire du télescope. Alors on pourrait prolonger cette conférence avec différents ouvrages. Je ne saurais trop, pour les amateurs, vous conseiller, que tout le monde connaît les fameux livres de Tex Roth, en français qu'en anglais. Certains sont de véritables pièces de collection, rarement trouvables. Ça a été réédité il y a quelques années par la Société astronomique de France et la Maison Blubert. Les livres de Pierre Bourges, de Jean-Marc Becker, Mon télescope et mon observatoire, pourquoi pas. Les livres de Charles Ridel et tous ses collaborateurs qui ont travaillé beaucoup, les astrographes amateurs et les différents modèles qu'on a parlé, les télescopes de Dan Kirkham, tout ça, donc édité chez Debouec. Ensuite, gentiment, je vous propose quelques livres, notamment du côté du sud, puisque j'ai beaucoup travaillé sur Montpellier, à la fois sur la tour de la Babotte, j'en ai fait deux d'ailleurs, à 20 ans d'intervalle, l'Observatoire du Jardin des Plantes. Je n'ai pas parlé d'Édouard Roche, mais bon, il a assisté à l'observation inaugurale de cet observatoire. Montpellier, les éclipses, c'était avec mon ami Patrick Rocher. D'autres thèmes de curiosité, c'est les Français dans la Lune. C'est parti d'une interrogation. Qui sont les Français qui ont un cratère dans la Lune? Et en grattant, on se rend compte qu'il y en a quand même 166 et que la France est le troisième pays
des mieux représentés. On est battu par les Allemands et bien sûr par les Américains, mais on est quand même avec 166 personnalités qui ont un cratère sur la Lune. Alors l'idée, évidemment, le concept, c'est la photographie du cratère, la photographie du personnage, et puis une biographie, évidemment, avec tous les conseils pour observer, localiser sur la carte de la Lune. Et puis la comète impériale de Napoléon, de Flogère, le découvreur, c'est quand même Flogère qui découvre cette comète en Ardèche, il a résidé à Viviers, mais laquelle comète il a découvert 5 jours avant la naissance du fils de Napoléon, Aiglon. Et cette comète étant spectaculaire, c'est une des plus brillantes du XIXe siècle. Napoléon s'en empare, il voit un signal, c'était l'époque 3000 ans qui le séparait de Ramsès II et le voyage en Égypte de Bonaparte, qui faisait qu'il y avait comme un signe du ciel devenait invincible. On connaît la suite, l'image de la bataille de Russie. Et la comète ne lui a pas forcément porté bonheur, puisque ça a été le basculement du règne de Napoléon. L'année d'après, la campagne de Russie déclenche tout ce qui suit le cargo. Donc, cette comète impériale, on a retrouvé un calendrier. Il y avait un calendrier napoléonien, et l'année 1812, c'était la comète et les observateurs. C'était la photographie qui montre à quel point Napoléon accordait d'importance. Et puis, les météores de Roche, c'est un ouvrage collectif que j'ai eu le bonheur de coordonner avec des contributeurs un peu plus célèbres comme André Brailly, Jean-Pierre Dominé, et toutes les applications des limites des globes de Roche, je n'en ai pas parlé, mais on pourrait faire une conférence un jour là-dessus dans l'avenir, c'est justement que ces fameuses limites, qu'en est-il si on imagine que la Lune s'approche de la Terre, et bien elle serait déformée un peu d'aspect sphérique, elle deviendrait allongée comme un ballon de rugby, et puis en s'approchant très près, ben, il y aurait un point de rupture, et Roche découvre cela en observant l'anneau de Saturne en même temps qu'il suit, il était mathématicien, l'actualité des ellipsoïdes. Et puis, dernier petit arrivé, tout nouveau, on parlait de Marcel Brod tout à l'heure, eh bien c'est à travers l'espace, Destination Mars, alors un livre avec 2 auteurs, un livre à 2 voix, écrit à plus d'1 siècle d'intervalle, puisque j'ai eu le bonheur de découvrir ce manuscrit de Marcel Brod qui dormait dans la poussière, dans le grenier de Montpellier, et ce manuscrit était dans l'esprit de Jules Verne, véritablement, sauf qu'il s'agissait de faire un voyage de Mars, et surtout, moi, il imagine, et ça c'est pas du tout connu, il imagine les moteurs de combustion, oxygène, hydrogène, qui vont être théorisés 10 ans plus tard par Tsiolkovsky en Russie, et puis développés à travers le XXe siècle, donc, et la fusée Ariane, le moteur HM7 avec l'hydrogène et l'oxygène liquide, l'industrie aéronautique française a réalisé ce qu'un visionnaire avait vu, Marcel Brod, dont la Société astronomique de France perpétue l'œuvre en décernant ce prix pour les jeunes. Marcel Brod mérite d'être beaucoup plus connu qu'il ne l'est. Et puis, on vous l'a dit, Jean-Pierre vous l'a signalé, ce fameux phénomène n'a pas manqué, le passage de Mercure sur le disque solaire, c'est dans son intégralité, comme pour Vénus, parce que là c'est la photographie du passage de Vénus en 2004, on va voir tout l'ensemble de l'entrée à la sortie de Mercure, et ça, ça n'a pas manqué, évidemment, si la météo est de la partie. Et quelques éphémérides, alors là aussi, c'est dans les publications, c'est un concept d'éphéméride, le ciel de 4 saisons, avec une petite planche, avec, selon les saisons, la carte du ciel, et mois par mois, tous les phénomènes, lune, planète, etc., conjonction. J'en passe le météore et compagnie. Donc voilà, sur ces notes, eh bien, je tiens à vous remercier de votre attention. Et je vous passe la parole à Jean-Pierre s'il y a des questions. Je suppose que vous avez des questions. Moi j'ai une remarque déjà. Je vois qu'on va construire le LT à côté de l'Arc de Triomphe. Je me demande combien ils vont payer le mètre carré pour ça. Et j'ai beaucoup apprécié la photo de Fritz Zwicky. Vous savez que Fritz Zwicky avait un caractère épouvantable.
Et son expression, il détestait les gens et les gens lui rendaient bien, mais il a vécu très longtemps, comme quoi ça n'a rien à voir. Et son expression favorite, c'était spherical bastards. Les anglo-saxons comprendraient, on pourrait traduire par le gars est tellement crétin, il est crétin à 360 degrés, de façon sphérique. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Peut-être pour démarrer, oui, attends. Est-ce que les télescopes spatiaux ne vont pas détrôner quand même les télescopes terrestres qui coûtent quand même très très cher et si les moyens de lancement sont plus accessibles, ils ont un avantage certain, ils n'ont pas tous les problèmes, parce qu'on compense les problèmes en développant ces optiques adaptatives notamment. Mais bon, il y a une pouvoir de résolution qui arrive à être comparable. Aujourd'hui, on arrive au sol. Le problème, c'est la taille. Est-ce qu'on pourrait mettre un 40 mètres dans l'espace? On met bien le James Webb, qui, bon, il ne fait pas 40 mètres, mais avec le système de déploiement, c'est pas mal. Monsieur, allez-y. C'est pas une question historique, c'est une question actuelle. Dans la prolongation des réalisations de télescopes par les amateurs, je voudrais qu'on rappelle quelle est la situation actuelle de l'atelier de la SAF à la Sorbonne. Alors là, je cède la parole à Jean-Pierre, qui est plus parisien que des moi. problèmes de sécurité, etc. J'ai pas tout compris. Vous savez, mes oreilles me sont plus celles de 20 ans. Compte tenu des contraintes actuelles de sécurité, quel est l'état actuel ou la possibilité d'accès au labo de la Sorbonne? À la Sorbonne, on peut visiter. Hein, il y a l'atelier, je crois. Guy, tu sais? L'atelier est de nouveau, les travaux de la bibliothèque sont terminés. Donc l'atelier est de nouveau beaucoup plus facilement accessible. Ça a toujours du succès. Et ce qui a été mis en service récemment, c'est une machine numérique pour arriver à faire des télescopes très allégés, genre Strobe. Donc il y a eu du progrès, si vous voulez. On fait depuis longtemps des miroirs à l'atelier de la Sorbonne. Oui. Et ce qui est en plus, c'est de faire le télescope lui-même, le tube, l'aventure du télescope. En particulier, pour ceux qui veulent voyager avec un télescope léger. Le télescope Strobe. D'autres questions? Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir actuellement à quelle distance un télescope, jusqu'à quelle distance on peut observer, et l'ELT permettra de voir jusqu'à quelle distance. Et j'ai une petite question. Le phénomène du laser qui est pointé, est-ce que vous pourriez m'expliquer, nous expliquer? Alors, le phénomène du laser, il y a deux applications. Soit c'est pour mesurer la distance Terre-Lune, avec un miroir qui permet de faire un écho en quelque sorte, et on a l'émission et le temps de réception, on a la distance de la Lune, précisément. Ça a eu longtemps des tirs au laser qui ont été faits dans les années 80 pour ça. Et puis, il y a la technologie qu'on disait des applications d'Amérique qui utilisaient de créer une étoile artificielle au lieu de rouge de l'atmosphère, justement pour tester, pour faire mettre au point. Pour la correction. Pour la correction des mémoires. Donc ça, c'était ça. Pour ce qui était la question des distances, il y a une frontière obligatoirement, c'est la frontière de l'horizon cosmologique. Puisqu'à partir de là, c'est la différence matière-élément. On n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore. Je crois qu'on est à... On peut voir en gros, c'est pas mal quand même, jusqu'à un peu moins d'1 milliard du Big Bang, 1 milliard d'années du Big Bang. Et on s'approche, mais évidemment, il y a la frontière à 380 000 ans. Et je crois que Hubble, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas Hubble? Hubble a vu une des toutes premières galaxies à un Z de 11,1. Et je crois que c'est combien? 12,4 milliards de quelque chose comme ça.
Je vous rappelle que notre univers, c'est 13,8 milliards d'années, approximativement, enfin même pas approximativement. Durant tout on oscillait entre 10 et 20 milliards d'années en fonction de la valeur de la constante de Hubble, qui n'est pas si constante que ça, puisqu'elle varie à travers l'expansion de l'univers, mais à un moment donné, elle est apparemment constante. Et ça a été le grand débat au XXe siècle entre l'école anglo-saxonne d'Alan Sandage et de Vaucouleurs, qu'on revendique, mais qui est parti aussi aux États-Unis, Gérard de Vaucouleurs. Et selon les mesures, on prenait entre 50 et 100 dans la mesure de cette constante, c'est-à-dire d'un univers léger de 5 double. Bon, aujourd'hui, on dit 13,8, 13,82, je crois, 13,8. Donc, vous voyez que la précision, elle est au centième. Merci pour cette très belle présentation. Pour revenir sur un petit plan historique, est-ce que vous avez étudié l'aspect financement en France, par exemple, de l'astronomie sur 1 ou 2 siècles? J'avais trouvé l'histoire de la fondation d'INA extrêmement curieuse. Il y avait un financement privé de l'astronomie institutionnelle en France pendant assez longtemps, et c'est revenu public, je dirais, à partir du CNRS. Est-ce que vous aviez abordé ce volet historique? Historiquement, non, mais j'avais planché, quand j'avais fait ma thèse, sur une comparaison entre les deux types d'industries, c'est-à-dire les instruments français et anglo-saxons au XVIIIe siècle. Et l'Angleterre, qui commercialement avait beaucoup de matériaux, de matières premières que n'avaient pas les Français, ça explique que les instruments britanniques se sont développés beaucoup, justement. Alors, c'est vrai que l'INA, c'était Ritchie, c'était la construction de l'Observatoire de Haute-Provence. Il y avait, comme aux États-Unis, tous ces mécènes privés, ceux qui semblent aujourd'hui avoir disparu dans nos programmes d'astronomie européens et autres, à l'inverse de ce qui se fait encore quelquefois aux États-Unis, par exemple les Keck télescopes. Donc, peut-être qu'on passe à côté, on parle du télescope géant européen, ça va être de l'ordre de 800 millions à 1 milliard de budget pour la communauté européenne. Ça fait rêver, je veux dire, tout ça sur des fonds publics, mais c'est vrai que s'il y avait des fonds privés, ça pouvait peut-être doubler, donc, à la fois par l'aspect économique, doubler les développements. D'autres questions? Oui. Vous nous avez parlé du très grand télescope européen dans 10 ans, en principe. Compte tenu de ces performances prévues, est-ce qu'il serait à même de répondre à la question qui a été posée récemment sur la planète lointaine et assez hypothétique pour le moment? La fameuse 9e planète. La planète 9, vous voulez dire? La nouvelle, Pluton, qui avait été déclassé. Je ne pense pas, je ne pense pas que ça soit fait pour ça. C'est fait pour. Vous êtes capable? Si, oui, le télescope géant sera capable de voir les planètes voisines du système solaire, oui, tout à fait. Bon, et puis d'autres choses. L'idée, c'est de développer des télescopes qui puissent voir des planètes de la taille de la Terre, mais également avec atmosphère. Parce que c'est aussi, ce sera une signature, s'il y a une présence de vie biologique sur l'analyse de ces atmosphères, on arrivait à voir qu'il y a potentiellement, pas forcément une vie humaine, avec des êtres intelligents, bipèdes, parce que ça peut être comme dans les premiers temps de la Terre, ça peut être des dinosaures, des reptiles absolument pas très sympathiques, mais d'ailleurs on peut s'attendre à ce que s'il y a des planètes habitées dans l'univers, que ce soit plutôt ces formes de vie au départ. De toute façon, vous aurez la présentation de M. Fédit sur le site, comme d'habitude, et sur mot de passe, donc, avec tout le résumé de toutes ces dates, et c'est formidable tout ce qu'on a appris. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, allez-y. En 2025, il y a un projet d'exposition universelle. Dans cette exposition universelle, il est question de refabriquer la grande sphère qui est parue au bout lors de l'exposition. Alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement des idées pour y mettre le matériel optique, Flammarion, Eiffel, qui avait été prévu? Il y a
il faudrait qu'on en parle à la Société astronomique de France. C'est une bonne question. C'est une excellente question que vous me posez là, parce que j'ouvre une parenthèse, parce que l'exposition universelle... Envoyez un mail à la SACS, attention. Non, mais on va en discuter. Parce que l'exposition universelle de 2025 recherche beaucoup d'idées. Il recherche un peu d'argent aussi. Et n'oublions pas, je vais ouvrir une parenthèse qui me tient beaucoup à cœur, suite à l'article que j'avais fait l'année dernière dans la revue de la SAF, la revue de l'astronomie, l'exposition universelle de 1937, qui a été aussi phénoménale pour l'histoire de l'astronomie, et notamment de la diffusion de l'astronomie en France. Ça a été le premier planétarium de Paris qui a été construit sur les bords de Seine et qui a été piloté par Raisa Bernsson, qui était une dame extraordinaire et qui malheureusement a péri à Auschwitz. Et donc il y a eu vraiment à cette époque-là, pendant 6 mois, il y a eu un travail phénoménal qui a été fait, qu'on ne fait pas aujourd'hui dans le monde des planétariums. Il faut savoir que la cadence, là j'ai retrouvé tout ça, ça va faire un bouquin, vous avez deviné, la cadence de ce planétarium, il fonctionnait dès 10 h du matin. Il y avait plus de 300 places. Il y avait des séances toutes les heures. Il fonctionnait 15 heures par jour sans interruption. La dernière séance se clôturait à minuit 45, pratiquement à 1 h du matin. Ce qui veut dire que sur la période des 6 mois, on a eu une cadence qui correspond à 4 fois le public actuel annuel de la Villette, qui est le plus fréquenté de France. On est arrivé pratiquement à 800 000 visiteurs en 6 mois. Aujourd'hui, sur 1 an, la Villette, rondamment, c'est 400 000 visiteurs, de bonnes années. Donc vous voyez un petit peu, ça n'a jamais été égalé en France. Raisa Bernsson et toute l'équipe du planétarium, il y a eu des gens formidables. Il y a eu les premiers, Gérard de Couleur, on a beaucoup parlé pour l'univers, la constante de Hubble. Gérard de Couleur a fait ses premiers pas en tant que jeune animateur aux côtés de Raisa qui lui a donné sa chance. Il avait 19 ans. Vous voyez un petit peu. Il y avait toute une équipe, j'ai les photos et tout ça, c'est absolument fabuleux. On va faire ça. Et c'est vrai que 2025, oui, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour l'astronomie dans le cadre de l'exposition universelle. Mais écoutez, sur ce, on va arrêter là. On vous remercie beaucoup. Bonne soirée, bon retour, et donc au 11 mai.